Bien, donc cette musique est la musique de Alamo Bay, qui est un film de Louis Malle, qui est sorti sur les écrans parisiens et qui est le film important de la semaine, mis à part le film qui sort vendredi, donc 2 jours après, qui s'appelle Ran de Kurosawa. Bon, mais pour le moment, on parle de Alamo Bay. Ce qui est bien avec les auteurs du cinéma français, c'est qu'on les perd de vue pendant très longtemps. On ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. On sait vaguement qu'ils vivent ailleurs, qu'ils sont en Amérique, qu'ils font une carrière là-bas. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et puis un jour, il y a un film qui s'appelle Alamo Bay, comme ça, un titre très, très net, très elliptique, un peu film d'aventure. Et puis on dit, ah oui, tiens, c'est Louis Malle. Effectivement, on se rappelle des films qu'il a fait avant, on se rappelle de La Combe-Lucien, on se rappelle de Feu Follet, de tout ça. Et on dit, bon, il a changé et il n'a pas changé. Il parle toujours un peu des mêmes choses. Et en même temps, il en parle à d'autres gens, loin, sur un autre continent. Et on est à la fois en pays de connaissance et puis dépaysé. Par ailleurs, on se dit, un cinéaste français qui fait un film américain, donc qui traite un sujet américain, qui ne traite pas l'histoire d'un Français en Amérique, qui ne fait pas le go-between entre deux mondes, entre deux cultures, mais qui simplement joue la règle du jeu, qui est le jeu assez rude du cinéma américain aujourd'hui. On a évidemment envie de lui poser les sempiternelles questions sur comment c'est là-bas, comment on travaille là-bas, comment ça évolue, comment c'est perçu un film comme Alamo Bay quand c'est vu en Amérique. Donc Louis Malle est là, et on va lui poser toutes ces questions en vrac. C'est très difficile de répondre parce que j'ai envie de répondre d'une part que faire du cinéma, c'est un peu toujours la même chose, partout. Je me rappelle, j'avais fait des documentaires en Inde et j'avais visité un de ces studios, c'était à Madras, où ils font, vous savez, ces films mythologiques qui nous paraissent à nous très exotiques, où les gens chantent beaucoup et ce sont des films sur le Ramayana. Et ce qui m'avait frappé, c'était qu'en dehors du fait qu'il y avait un petit hôtel de Vishnu dans un coin du plateau et puis qu'il y avait des guirlandes de fleurs sur la dolly, sur la caméra, finalement, les gens tournaient de la même façon. Je crois que si vous voulez, il y a une espèce d'international des techniciens de cinéma. Il n'y a pas tellement de façons différentes de faire des films. Et si je parle précisément de Alamo Bay, pour des raisons de sauvegarde et parce que c'était un sujet difficile et qui me tenait très à cœur, je l'ai tourné d'une façon peut-être plus particulièrement européenne, dans le sens que je l'ai fait avec une petite équipe, je l'ai fait complètement en extérieur, dans un petit port de pêche au fin fond du Texas. Et je l'ai fait pour l'Amérique, pour un très petit budget. Et j'ai eu l'impression, en fait, j'étais avec mon frère Vincent, nous avons produit le film. Donc, finalement, j'étais dans les conditions, disons, les plus européennes possibles pour un film américain. Par ailleurs, je travaille aux États-Unis depuis déjà 8 ans. J'ai fait pas mal de choses, dont plusieurs films qui ne sont pas venus en France ou qui sont peu venus en France. Donc, pour le spectateur français, j'imagine qu'il se demande un petit peu ce qui m'est arrivé, alors qu'en fait, je n'ai pratiquement pas arrêté de travailler. Mais si vous voulez, l'explication de ça, c'est un petit peu que je n'ai pas voulu, justement, comme vous disiez, faire un cinéma, comme les Américains disent, mid-Atlantique, un cinéma entre les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait mon premier film aux États-Unis, j'ai fait des films qui essayaient de regarder l'Amérique, mais en fait, c'était des sujets et, disons, un matériel complètement américain. Et de la même façon, les producteurs américains me proposent toujours des films à faire, je sais pas moi, sur la vie de Colette ou sur Joséphine Baker ou sur des sujets américains en France. Et j'ai jamais voulu faire ça parce que je me sentirais très inconfortable de voir Colette jouée par une actrice américaine et parlant anglais. Je crois qu'il faut que les choses soient assez nettes, c'est-à-dire que, en ce qui me concerne, quand je fais des films aux États-Unis, c'est quand même des films à moi, et je trouve que finalement, les films dits internationaux sont des films qui n'ont pas d'originalité, pas de personnalité culturelle et qui se situent finalement nulle part. Donc, moi, je trouve personnellement mes films américains un peu la continuation de ce que je faisais en France. Mais c'est vrai que si vous recevez un film comme Alamo Bay,
comme c'est le cas, je suppose, de pas mal de spectateurs, en tout cas de la nouvelle génération, qui peut-être n'ont pas vu mes films français que je faisais dans les années 60 et 70. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était un film très américain. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais effectivement, il a les apparences d'un film qui appartient à une certaine tradition du cinéma. Alors il appartient très particulièrement à une tradition du cinéma américain qui est un peu le témoignage social très, très brut comme ça, pas très enjolivé, une sorte de constat. Alors je résume un petit peu l'histoire. Donc Alamo Bay, c'est un petit port de pêche sur les côtes du Texas, et suite de la guerre du Vietnam, donc presque guerre du Vietnam bis, il y a une communauté de réfugiés vietnamiens qui se sont installés dans ces petits ports de pêche et qui continuent leur activité. Donc ils sont pêcheurs. Et comme économiquement ça ne marche pas très fort la pêche, donc les pêcheurs autochtones, les indigènes, il faut bien dire comme ça, donc les blancs avec des chapeaux, les blancs un peu ploucs, les blancs du Texas, se sentent extrêmement menacés par cette communauté qui est soudée, qui a ses règles, qui a même ses règles religieuses. Par exemple, on voit qu'ils sont chrétiens, il y a un prêtre qui joue un rôle important, et qui travaillent sans trop demander rien à personne. Bon. Qui correspondent un peu à l'image qu'on se fait des communautés orientales. Quand elles sont exilées, elles ne demandent rien à personne et elles creusent leurs trous et bon, elles s'organisent. Et il y a une petite escalade de la violence qui quand même se termine par une vraie violence qui fait que de fil en aiguille, les pêcheurs blancs, se sentant menacés, se laissent envahir, investir par des attitudes racistes. Bon, ça c'est toujours c'est toujours sous-jacent, c'est toujours prêt à éclater. Mais c'est relayé, en l'occurrence, par une sorte d'idéologue fou du Ku Klux Klan qui est là et qui prend un petit peu en charge leur mouvement de ras-le-bol. Et ça se termine donc par une sorte de règlement de compte entre le personnage principal blanc, qui est donc un pêcheur qui a perdu son bateau parce qu'il n'a pas réussi à payer les traites, et un jeune vietnamien plus déterminé que les autres, un peu plus fier, un nouvel immigrant, le seul qui parle un peu anglais, qui, lui, ne veut pas se laisser impressionner et qui donc est prêt à, s'il le faut, se battre. Et le jeune Vietnamien se définit pas du tout par des idées, par des sentiments, mais par le fait qu'il veut absolument devenir américain. Donc, se comporter en bon américain, donc penser d'une manière positive, donc acheter un moteur, et s'il le faut, se battre. Parce que finalement, moi, c'est ce que j'aime bien dans le film, c'est le côté un peu pervers du film. Être américain, soit ça veut dire être né en Amérique et faire partie, disons, du folklore américain, donc c'est être un Texan, on est là depuis longtemps, mais ça veut dire aussi devenir américain, c'est-à-dire se transformer indépendamment de la couleur de sa peau et de sa provenance, et faire sienne les valeurs qui ont fait l'Amérique. Donc à un moment, on dit, dans le film, la fille dit au jeune Vietnamien, tu es le dernier cow-boy du Texas, parce qu'il se comporte effectivement comme les Américains se sont comportés dans les vieux westerns, c'est-à-dire je suis là, personne ne me marchera sur les pieds, j'ai droit moi aussi à entreprendre, j'ai droit à gagner de l'argent, j'ai droit à réussir. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les personnages, disons, autochtones deviennent pas plus américains que lui, en un sens, où ils se comportent mal, où ils perdent les pédales, où ils perdent un peu leur sang-froid, et ils se rabattent sur un discours raciste. Donc on a les deux côtés de l'Amérique, on a l'Amérique morale, celle qui croit à l'individu et à l'entreprise, et on a l'Amérique pulsionnelle, celle qui veut absolument être blanche, qui ne veut rien d'autre, et qui est prête très très vite à déraper dès qu'il y a une crise économique pour établir cette sorte de suprématie idiote de la race blanche. Donc tout ça est dans le film de Louis Malle, et comme tout film, on peut le prendre soit évidemment du point de vue de l'histoire, de qu'est-ce qui s'est réellement passé, quel est le point de départ, quel est le fait divers, quelle est la façon dont les Américains ont vécu cette histoire, car ça a été dans les journaux, on en a parlé, soit évidemment le prendre du point de vue de Louis Malle, parce qu'on reconnaît qu'il a toujours travaillé dans tous ses films, qui grosso modo peut se résumer à quelque chose d'assez simple, c'est il y a toujours un personnage qui est fasciné par le fait qu'il devient un autre, ou qu'il pourrait devenir un autre, ou qu'il est potentiellement un autre, et comme il n'arrive pas du tout à vivre ça, à l'assumer, à le formaliser, disons, ça le fait totalement déraper. Donc on avait toujours vu ça dans les films, on a vu ça dans La Combe Lucien, on a vu ça y compris dans Calcutta et dans le film sur les ouvriers.
de l'après 68, où un cinéaste montrait, en l'occurrence Louis Malle, comment il y avait des gens qui étaient radicalement autres, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le chemin pour aller jusqu'à eux. On les montrait d'une manière à la fois hallucinée et entomologiste, comme des gens qui bougeaient, faisaient des gestes et étaient totalement inabordables. Et puis il y a l'autre catégorie de films de Malle où il y a un lien qui se fait, et ce lien, en dernière analyse, est toujours sexuel. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est entre donc cette fille qui hérite de l'entreprise de son père et ce personnage de blanc qui flippe, qui perd son bateau, il y a au début une très très forte histoire d'amour, mais ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de possession physique. Et à la fin du film, au moment où elle pourrait enfin se libérer de lui, elle est obligée de le tuer. Donc on a toujours « je t'aime, je te tue », je suis moi ou je suis toi, c'est l'un ou c'est l'autre. On n'arrive pas, de toute façon, à devenir soi-même. On le paie très très cher. Et des rapports d'argent aussi, parce que les rapports sexuels et les rapports émotionnels, disons, en tout cas dans cette histoire, sont très liés à l'argent. Je veux dire, lui, à un moment donné, elle a de l'argent, il voudrait bien qu'elle l'aide à se sortir de ses problèmes de fin de mois. Et évidemment, ça complique beaucoup leur rapport. Moi, je suis très content que vous approchiez le film de cette façon parce que c'est malheureusement le genre de film, c'est ce qui m'était bien sûr arrivé pour Lacombe Lucien, en France en tout cas, c'est que l'histoire, le sujet, disons, le thème du film est tellement fort et tellement, d'une certaine façon, troublant. Et là, il s'agit d'épisodes de racisme dans le sud des États-Unis, des choses qui sont à la fois très familières. Disons que c'est une variation sur un thème, avec en plus, pour les Américains, et ce qui l'ont perçu avec souvent un peu d'agacement, le fait que ces étrangers, ces intrus, soient des Vietnamiens, ça rajoute bien sûr une charge émotionnelle particulière. Mais on me demande toujours pourquoi est-ce que vous avez été chercher cette histoire. Je ne sais pas très bien quoi répondre parce qu'en fait, honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu un reportage un jour dans le New York Times, très court, sur des incidents qui se passaient dans un petit port sur la côte là-bas, et ça m'a immédiatement intrigué. Je l'ai découpé, mais je sais que si ça m'a particulièrement intrigué, c'est que, et de toute évidence, j'ai pensé que c'était quelque chose qui me concernait. Alors qu'en fait, a priori, si j'essaye d'être un peu rationnel, c'est difficile d'imaginer un sujet qui me soit plus étranger. Parce que là, les personnages à qui j'ai affaire dans ce film sont d'une part ce que les Américains appellent des rednecks, là, des coups rouges, qui sont vraiment, même pour des gens de New York, très exotiques. C'est une espèce de sous-culture de l'Amérique à la fois très archaïque et très décadente. C'est une espèce de frange de cette société blanche du Sud, un peu en perdition, qui n'est absolument pas adaptée au monde moderne et qui continue à vivre dans le passé ou dans des traditions culturelles. Leur rapport avec les femmes, leur rapport avec la religion, leur rapport avec la vie en général, complètement autre que la population des villes ou la population suburbaine ou la population de classe moyenne américaine, enfin la majorité de l'Amérique, disons. Et d'autre part, ces immigrants vietnamiens qui sont aussi pour moi, je veux dire, culturellement, j'en suis aussi très, très éloigné. Mais il s'est trouvé que, je ne sais pas très bien l'expliquer, parce qu'il y a toujours une part de mystère. Pourquoi est-ce qu'on choisit un sujet ou un thème ou un point de départ d'un film? Mais j'ai une très grande curiosité et en même temps, j'ai senti que c'était quelque chose qui m'était familier. Il y a en particulier, ce qui m'a intéressé, c'est peut-être plus que les rapports entre les communautés, c'est dans ce film, d'une certaine façon, les rapports entre les hommes et les femmes, enfin, qui sont ramenés à essentiellement les rapports entre un homme et une femme, mais qui, ça m'a d'une certaine façon, les scènes intimes m'ont presque plus intéressé que les scènes de foule. Par exemple, quand je suis arrivé, je suis allé voir ce qui se passait là-bas très vite, là, en 1981. Ce sont des incidents qui sont réellement passés, qui sont passés en 80-81. Je suis allé voir et ce que j'aurais pu faire, c'est d'en faire un documentaire, c'est-à-dire de revenir très vite avec une caméra 16 mm et de tourner à chaud. Le Ku Klux Klan était encore très actif à ce moment-là, il y avait pas mal d'incidents.
certains auxquels j'ai même assisté. Mais immédiatement, j'ai eu envie de me servir, de partir de cette matière, mais pour essayer de monter quelque chose, je sais pas, d'examiner des personnages et de faire mon travail à moi, en quelque sorte, et de ne pas simplement chercher à transcrire une réalité politique et sociologique. Je veux dire, pour moi, cette première lecture du film est un peu en surface, parce que c'est vrai que le sujet du film est très bouleversant et très fort, donc j'ai pu constater que 90% des gens qui m'en parlent s'arrêtent là. Pour moi, il y a beaucoup d'autres choses, y compris des choses qui m'ont presque échappé un peu. Mais moi, je voudrais parler un petit peu de Vietnamien, parce que je trouve que c'est un personnage assez intéressant et assez inédit. Alors, en général, dans vos films, il y a très souvent une lutte d'idées. Enfin, il y a deux camps. Il faut prendre son parti. Il faut choisir. Et vous, en cinéaste, et puis en tant que vous êtes vous-même, vous dites tout le monde a quand même ses raisons. Enfin, on doit pouvoir comprendre dans une situation la logique qui fait que chacun, à un moment, est amené à faire ça, et éventuellement, donc, à arriver vers la violence ou vers des choses irréparables. Alors, on le comprend assez bien pour le personnage du blanc, du redneck. On le comprend assez bien pour le personnage de la fille. Et puis après, il y a le Vietnamien. Et je me suis posé la question pendant le film, si vous vous étiez vous-même posé la question, et comment vous l'aviez résolue, pourquoi on ne comprend pas ce qu'ils disent, les Vietnamiens, quand ils parlent entre eux? Parce que ça nous empêche, nous, d'essayer de comprendre comment eux parlent ce qui leur arrive, comment eux réagissent, avec quels mots, avec quelles idées, quelles pulsions. Ils discutent entre eux de quelque chose de quand même assez dur qui leur arrive, mais en même temps on sait qu'ils sont habitués, qu'ils viennent du Vietnam, que c'est un peu des durs à cuire, et on est contraint de deviner pendant tout le film. Alors qu'inversement, on n'a évidemment aucun problème à rentrer dans les états d'âme très compliqués des Blancs, parce que nous-mêmes on est plus proches d'eux. Et je me suis demandé si ça aurait été un plus pour le film, ou un moins au contraire, si vous aviez essayé de faire votre entrée timide à l'intérieur de la communauté vietnamienne. Ma première approche du sujet a été que le personnage le plus important est celui qui serait presque je ne veux pas dire le narrateur, mais enfin au centre du film, comme j'avais fait plusieurs fois avant, en mettant au centre du film un personnage quasi adolescent, disons, qui regarderait cette espèce de monde désordonné, chaotique, irrationnel et prétendant à être rationnel, qui est le monde des adultes vu par un adolescent, comme j'avais fait pour Le Souffle au cœur, des films comme ça. Même La Combe Lucien, d'une certaine façon. Mais plus j'ai travaillé sur le scénario, et même que ça s'est encore accentué au tournage, je me suis aperçu qu'en fait, mon intérêt me portait de plus en plus vers les autres, vers les rednecks, vers les blancs, et que finalement, mon angle d'attaque est devenu qu'est-ce qui se passe dans une communauté à la fois isolée et homogène et rigide et en même temps dont la moralité est assez variable, enfin de ce mélange d'irrationnel et en même temps de prétention à des règles morales très strictes qu'on retrouve souvent, et confronté avec, disons, l'arrivée dans cette communauté d'un corps étranger qui est ce groupe d'immigrants vietnamiens qui sont vraiment des martiens pour eux. Ça m'a paru difficile, et en ce qui me concernait, moi, metteur en scène, c'est peut-être l'aveu d'une faiblesse. Je ne me suis pas senti capable de donner les deux points de vue. J'étais obligé de choisir, et en particulier, ça m'était déjà très difficile d'essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête d'un pêcheur américain se voyant tout d'un coup côtoyé par des gens qui lui paraissaient complètement... avec cette notion d'invasion territoriale, en plus de menaces. Et ça m'a paru très difficile de donner l'autre point de vue. Et même d'une façon pratique, parce que ces Vietnamiens à qui j'avais affaire, qui jouaient dans le film, étaient des gens en fait très secrets,
Très difficile à comprendre. Et comme réalisateur du film, je me suis retrouvé pratiquement dans la position de Chang, le personnage que joue Ed Harris. Et comme bien sûr le problème de langue, le problème de communication par la parole était au centre du film, puisque c'est quand même les incidents et l'escalade de la violence est venu beaucoup de là, parce que c'est des gens qui littéralement ne pouvaient pas se parler. Alors évidemment, le Vietnamien dont j'ai fait le personnage principal est le seul qui parle anglais. Donc, il a quand même moyen de faire connaître son vif désir de devenir un Américain comme les autres, et ce qui est c'est lui qui déclenche en fait la catastrophe d'une certaine façon. Mais en même temps, les Vietnamiens en tant que communauté, pour moi, et c'est transmis aux spectateurs du film, il y a une espèce d'opacité. On pourra imaginer le même film vu par un Vietnamien. J'en étais arrivé même en désespoir de cause, ce qui était une idée idiote parce que lui est chinois, il n'est pas du tout vietnamien, à demander à un jeune réalisateur américain que j'aime beaucoup, mais qui est d'origine chinoise, s'appelle Wayne Wang, Oui. qui a fait 2 films très intéressants et qui s'intéressait à ce projet. Je lui avais même demandé à un moment donné, est-ce que tu m'aiderais à... Et puis il m'a dit, mais écoute, c'est idiot, il y a pas... je veux dire, c'est comme si tu demandais à un Allemand d'essayer de comprendre les Français. Je dirais, entre un Chinois et un Vietnamien, il y a un monde culturel. Et je lui ai dit, effectivement, mais ça prouve que j'étais vraiment à bout de ressources. Oh, le garçon qui joue le personnage vietnamien principal, il était devenu d'une certaine façon non seulement l'interprète de sa communauté en tant que personnage du film, mais dans le tournage. Et pour moi, il était aussi celui qui essayait de m'expliquer ce qui se passait, les incidents quotidiens du tournage, ce qui se passait chez les Vietnamiens. Et je me suis toujours demandé, en fait, jusqu'au bout, ce que les Vietnamiens pensaient de ce film. Et d'une certaine façon, ils sont restés d'un bout à l'autre ce qu'ils sont dans le film comme personnages de fiction, c'est-à-dire vraiment un corps étranger si vous voulez, dans cette petite ville. Et même pour nous, c'était un peu comme ça. Et Vous cachez pas votre jeu d'ailleurs, parce qu'il y a une scène inaugurale où on voit O arriver sur le territoire du pêcheur blanc qui, lui, a 3 enfants, une petite piscine en plastique, une femme avec des bigoudis et une porte contre les moustiques. Et il arrive sur cette pelouse et le type le regarde effectivement comme un martien en disant « Mais ce type-là, il est sur ma pelouse, mais dis donc, t'es sur ma pelouse !» Et puis, il en croit ni ses yeux, ni ses oreilles. Et puis, le type s'en va. Et il est absolument sidéré. Cette séquence-là montre bien qu'il y avait dès le départ le choix de ne pas rentrer dans le mystère des... Il y a un petit détail supplémentaire qui, je crois, échappe un petit peu en sous-titre ou en traduction. C'est qu'en plus de ça, ce jeune Vietnamien essaye d'employer des expressions texanes. Il dit « howdy », par exemple, pour dire « bonjour », qui est une expression typiquement texane. Alors, il aggrave son cas. Parce qu'en plus de ça, il veut absolument, lui, peut-être, je ne sais pas, il a vu des films américains à Saïgon et il est, par rapport aux pêcheurs vietnamiens, lui est un garçon, disons, d'origine urbaine. Et il a été frotté à la culture américaine, c'est pour ça qu'il parle anglais. Alors il arrive un petit peu aussi en terrain conquis. Et ça se passe très mal, je veux dire, d'une certaine façon, je crois que, et c'était vrai du reste dans la réalité, c'est que les rednecks préféraient les Vietnamiens qui... ce qui leur paraissait le plus choquant, c'était les Vietnamiens qui prétendaient à se faire passer pour Américains, Vous avez dit les personnages ne peuvent pas se parler, mais il y a une chose qui est importante dans la montée de la violence du film, c'est que peut-être que O va toucher la femme blanche. C'est ça, oui. Touche pas à la femme blanche. Et que à ce moment-là, il y a une phrase assez étonnante d'Ed Harris, qui est donc le pêcheur blanc, qui, essayant d'empêcher la jeune femme d'aller vendre son poisson, qu'elle est arrivée envers et contre tout à pêcher quand même avec le Vietnamien, il se retourne et il dit « cette guerre-là est finie ». Ça veut donc dire qu'une autre guerre commence. Et cette guerre-là, c'est la guerre sexuelle dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, c'est-à-dire là, l'aspect premier, c'est-à-dire l'aspect politique est très fort, mais en fait, il y a une espèce de charge sexuelle à travers tout le film. Et si vous voulez, on pourrait presque ôter la politique et avoir un conflit ou une série de conflits tout aussi dramatiques basés uniquement sur des
des problèmes de rapport émotionnel, de rapport sexuel. Et c'est évident que il y a une espèce de triangle bizarre là, qui se développe au long du film. Là, on retrouve des espèces de clichés. Elle est attirée par le jeune Vietnamien qui est très beau et qui a un côté très émouvant parce qu'il a une espèce de sexualité enfantine, comme ça. Par une altérité, surtout. Par une altérité dont les autres ne veulent pas, quoi. Oui, et ça, il y a ça aussi. Et du reste, j'avais même une scène que j'ai pas réussi vraiment à tourner. Là, je vous livre un peu mes secrets, parce que j'ai eu des problèmes, parce que les Vietnamiens sont très puritains. Et j'ai eu beaucoup de problèmes. Et j'avais une scène où des jeunes garçons de la ville, des jeunes garçons blancs, bousculer une fille vietnamienne. Elle est dans le film, mais elle n'est pas développée du tout. À la sortie de l'école, du high school, il y a des types dans un camion qui pourchassent 2 filles. En fait, au départ, j'avais une scène beaucoup plus chargée qui devenait presque... le début d'un viol presque. Et c'était une scène... mais je veux dire, là, je me suis trouvé vraiment devant des problèmes... Ça, les Vietnamiens étaient absolument horrifiés et j'ai eu l'impression que là, j'allais avoir des problèmes très sérieux. J'étais obligé de rabattre un peu mes ambitions. Mais en fait, on sentait très bien que c'est toujours la même chose, ce ne soit jamais vraiment exprimé. J'avais affaire, en fait, d'une façon très intéressante, à un double puritanisme. Parce que, si vous voulez, les Blancs, enfin les gens du sud de cette partie des États-Unis, ils sont très sous l'influence de l'Église baptiste. On voit du reste le pasteur là, de cette église à un moment donné, et il y a une réunion, une grande confrontation dans l'église, mais qui est très conservatrice et très, très puritaine. Bon. Et de l'autre côté, ces Vietnamiens catholiques sont aussi extrêmement, sur le plan sexuel en particulier, sont extrêmement actionnaires, appelez ça comme vous voulez, mais en fait... mais en même temps, je ne sais pas, à toutes les explications que vous pouvez imaginer, comme dans les romans de Faulkner, il y a une vieille tradition du Sud d'une tension sexuelle permanente et qui a toujours été en soubassement des rapports entre les Noirs et les Blancs dans le Sud. Et là, on le retrouvait très très bien et j'ai essayé de le faire sortir. Enfin, c'est une des choses qui m'ont vraiment intéressé dans les rapports entre les Vietnamiens et les autres. Disons que la pêche n'est pas un hasard non plus. Enfin, l'idée de la pêche et du pêcher, il y a une chose que je trouve... c'est pour ça que le personnage d'Ed Harris, malgré toute l'antipathie que j'ai pour lui, m'attire, c'est qu'il pêche rudement bien. Il a une espèce de force physique dans la manière dont il manie des choses qui ne sont pas évidentes pour lui, puisque c'est tout de même un comédien, qui est très, très étonnante. Et alors que le Vietnamien, lui, c'est une autre chorégraphie, très différente. Et donc, c'est une autre sexualité. Et ça, on sent bien que la fille est entre ces deux... La pêche est vraiment, en plus, ça, une activité il y a quelque chose d'un peu violente, dans brutale, et dont les, je sais pas, enfin... Vous vous souvenez de Stromboli ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pensable qu'un cinéaste américain veuille traiter ce genre de sujet aujourd'hui ? Quelque temps avant Alamo Bay, il y a eu ce film qui s'appelait Country sur les problèmes des fermiers américains. Mais disons, ça c'est vraiment un peu en surface, parce que ce que les deux films ont en commun, c'est de traiter de problèmes de société aujourd'hui aux États-Unis. On suppose qu'il y a un cinéaste américain qui prend la même histoire. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'il aurait gardé, ce qu'il aurait mis de côté, ce qu'il aurait essayé de faire ? Tout à l'heure, on parlait justement de Cimino, pour prendre un cinéaste qui lui aussi s'est beaucoup intéressé aux problèmes d'altérité, de racisme, d'attirance sexuelle, d'ambiguïté. Et on disait la différence entre un film comme Deer Hunter, où je suppose c'est lui qui vient de faire, qui est en train de faire scandale aux USA, justement avec les Asiatiques, parce que les gens disent on ne l'a pas encore vu, que c'est un film raciste. Mais on disait, moi je disais, chez lui, ça prend une dimension mythologique, c'est-à-dire qu'on se dit, de toute façon, c'est inhérent à l'être humain. L'être humain est comme ça, il y a quelque chose qu'on ne peut pas réconcilier, il y a quelque chose qu'on ne peut pas résoudre. Il sera toujours fasciné par ce qu'il imagine être autre que lui. Et si c'est trop autre, il n'aura pas le respect de cette chose, elle sera folklorique. Et si c'est trop lui-même, dans la mesure où il ne s'aime pas beaucoup lui-même, il transférera sur l'autre sa haine de lui. Donc ça, c'est un peu le phénomène général du racisme. Chez les Américains, de King Vidor à Cimino, donc c'est une tradition très ancienne, ça ne les gêne pas trop, disons qu'ils en font une sorte de
presque de figure de tragédie grecque, quoi. Il y a quelque chose qui reste pas résolu. Dans la culture européenne, chez les cinéastes français, par exemple, c'est beaucoup plus difficile à en faire de la mythologie. C'est-à-dire qu'on reste, c'est un peu le problème de Alamo Bay, quand même à partir d'un fait divers. Et on ne veut pas élever le ton, on ne veut pas passer à une vitesse supérieure, on ne veut pas faire de Chang un personnage, disons, bigger than life, plus grand que la vie, énorme, un Gregory Peck chez King Vidor. Il n'y a que le personnage de la femme qui finit par prendre à la fin une sorte de dimension tragique. Et ce problème du tragique, bon, je crois que c'est... Enfin, je dis problème parce que je pense que c'est pour vous un problème. C'est-à-dire dans tous vos films, on montre un entrelacement pas possible de pulsions humaines, un mélange d'idées et de pulsions sexuelles impossible à démêler, un petit peu comme dans les films de Kazan, par exemple. Mais on se refuse de faire du pathos par rapport à ça ou de faire du tragique, ce qui crée un regard très... pas distancié, mais un peu indifférent, un peu froid, on traite plutôt à la baisse. Et ça peut expliquer la différence entre le traitement américain et le traitement européen d'une histoire qui pourrait être la même finalement. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous a effleuré dans ce film et dans les autres, ce passage à une dimension tragique? C'est-à-dire, moi j'ai toujours un peu résisté à la mythologie. Je ne sais pas si c'est une affaire d'origine culturelle de l'Europe, je ne sais pas, ou si c'est peut-être un phénomène de génération. Moi, je suis devenu un adolescent après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai toujours peut-être été trop frappé par le dérisoire et l'absurde et disons, des contradictions non résolues. Des personnages qui... prétendent se conduire d'une façon rationnelle, mais en fait, j'ai toujours mis en scène beaucoup le hasard, y compris dans Alamo Bay. Du reste, peut-être moins dans Alamo Bay, c'est une petite américanisation. Moi, je le perçois comme ça. J'ai l'impression d'avoir un peu cédé à la tentation de la mythification, un tout petit peu, avec le personnage de Glory, avec le personnage de la femme. Oui. Mais c'est vrai que ça n'est pas mon fort. Mais si vous voulez, moi je verrais une autre différence, alors qui en fait participe un peu de la même chose, c'est que pour moi les cinéastes américains et disons la force, la faiblesse, enfin bon, en tout cas le trait, un trait important de la culture américaine, c'est quand même quelque part un fondamental optimisme. Et si vous voulez, puisque vous parlez de Cimino et de Deer Hunter, il y avait quand même à la fin, quand ils étaient tous assis en rond là, autour d'une table de café et qui chantaient l'hymne national, moi personnellement, la première fois que j'ai vu le film, j'ai vu 2 fois parce que ça m'a vraiment beaucoup intrigué. Je ne savais pas du tout quoi en faire parce que je me suis demandé si ce n'était pas l'extrême de la dérision. Et puis je me suis dit non. Si c'était moi qui l'avais fait, ça aurait été l'extrême de la dérision, mais fait par Cimino, en fait, il y avait quand même une profonde adhésion, je ne sais pas, des gens qui se retrouvaient autour de je ne sais pas, de l'Amérique, de quelque chose. Il y avait, si vous voulez, moi je crois que si un cinéaste américain avait traité Alamo Bay, je crois que la fin aurait été différente. Et d'une certaine façon, pour être tout à fait honnête, je dois dire que j'ai interprété, c'est-à-dire que ces histoires de Vietnamiens dans les ports de pêche du Texas, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire dans l'ensemble, il y a eu ces affrontements très très rudes et très violents. Ça s'est terminé, dans certains cas, pas partout, mais dans certains ports, pratiquement par la victoire des Vietnamiens. Un des problèmes que j'ai eu aux États-Unis, c'est qu'ils ont trouvé que le film était quand même sans espoir. Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte en le faisant, et on peut le regarder comme ça, j'imagine. Oui, parce que là, on est un peu dans une sorte de paradoxe. Vous qui êtes, de votre propre aveu, quelqu'un qui n'est pas très porté sur la mythification, sur les mythologies, vous allez dans le pays même de la mythologie, c'est-à-dire dans un pays où on peut raconter les histoires les plus horribles, les plus réalistes, les plus naturalistes. On peut être pris dans les contradictions les plus sanglantes et les plus impossibles à démêler, donc Cimino. Mais on finit quand même par quelque chose qui est un peu cathartique. C'est-à-dire les gens tout d'un coup pleurent ou se mettent à espérer comme des fous au dernier plan que quand même c'est bien, que l'Amérique va gagner, que l'homme est bon, que tout ça va s'arranger, même si c'est au-delà du mot fin. Or, la culture des cinéastes européens, des auteurs européens, et particulièrement celle des gens de votre génération, qui est un peu la génération de la nouvelle vague, s'ils ont un talent, s'ils ont marqué l'histoire du cinéma, c'est plutôt qu'ils ont
soit en restant chez eux en Europe à travers la cinéphilie, soit même en faisant le voyage en Amérique, ils ont plutôt passé un peu au rayon laser les croyances des Américains. Et on se trouve toujours, par rapport au cinéma américain, dans une position d'analyste, ce qui d'ailleurs explique que, historiquement, on a souvent mieux compris des choses de leur cinéma qu'eux-mêmes. Et je me demande s'il n'y a pas une contradiction dans laquelle vous êtes là, mais qui est tout à fait justifiée, vivante et intéressante, mais peut-être pas éternelle, qui est de maintenir une sorte de regard froid dans un monde où, plus qu'avant, parce que quand même l'Amérique de Reagan, c'est pas la même que celle d'il y a 15 ans, c'est de plus en plus mal vu de ne pas penser positivement. C'est d'ailleurs ce que dit le jeune Vietnamien. Il dit « think positive ». C'est ça qui, lui, le détermine à se comporter comme un Américain au carré. Et vous, vous dites « je ne suis pas un penseur positif ». Je suis plutôt frappé par l'aspect dérisoire et un peu guignol, comme ça, de la comédie humaine. Parce que le personnage porteur, ça finit quand même par être la femme. Curieusement et symboliquement, ça finit par être elle. Parce que l'un est tué, l'autre blessé, le Vietnamien. Donc le signe positif en prend quand même un sacré coup. Et elle se détourne de ce massacre. Et chose curieuse, ça j'ai trouvé, j'aimerais en avoir l'explication, elle est touchée par les autres blancs. Il y a comme un espèce de support physique qui fait que cette fille, dont la vie est totalement démantibulée, parce que son père est malade, son entreprise est foutue, l'homme de sa vie est mort, et tout d'un coup, quelque chose ne pourra plus continuer comme avant pour elle. Elle est pas portée par les autres, mais poussée par les autres. Alors vers quoi? C'est une scène tellement violente que, je veux dire, on a l'impression qu'elle sait plus où elle est, sait plus ce qu'elle fait. Là, j'ai retrouvé quand même une fin, disons, un peu comme certains westerns, où tout d'un coup, il y a aussi un sentiment de culpabilité de la part du reste de la communauté blanche. Il y a une chose aussi qui, je crois, dans Alamo Bay est un peu un péché capital, disons, pour le cinéma américain, c'est que c'est très difficile de s'identifier à qui que ce soit dans le récit. Et ça, il y a certaines choses que j'ai faites dont je me suis aperçu après, comme souvent. Mais là, j'en étais conscient dès le départ, et je savais très bien que, si vous voulez, je termine quand même d'une façon qui est vraiment dans la tradition d'un cinéma américain, par un duel, qui est quand même entre... le duel final, c'est supposé entre le bien et le mal. Et en fait, c'est évident que le Vietnamien, à la fin, devient Gary Cooper, si vous voulez. Mais j'ai toujours été parfaitement conscient du fait que c'était impossible pour un spectateur américain de s'identifier à ce jeune Vietnamien. C'était vraiment très difficile. Et en plus, ça, je n'aurais pas facilité les choses. Je veux dire, j'aurais pu peut-être leur rendre la tâche plus facile, mais ça m'a paru une espèce de retournement. Et alors, mon intervention à moi de regard sur les mythologies du cinéma américain, de faire un film qui, par sa structure et pas mal d'aspects dramatiques, ressemble à des films, pas des films faits récemment du reste, mais des films, disons, des films que j'ai aimés du cinéma américain, mais en les retournant dans le sens que il y a toujours quand même, à un moment donné, même si ce sont des films complexes, il y avait toujours, à un moment donné, les choix étaient faciles. Enfin, il y avait quand même le personnage positif et le personnage maléfique, et le seul personnage avec lequel on peut s'identifier, mais c'est pas non plus facile, c'est le personnage de Glory, c'est le personnage de la femme. Et ça, je sais très bien que c'est parce que, ne serait-ce que d'observer, voir le film dans une salle américaine, il y avait vraiment un malaise, parce que c'est vrai qu'à la fin, on a très envie, quand il se tape dessus, de choisir son camp, je veux dire. Et ça, pour moi, c'était un choix conscient, et en fait, c'est pas la première fois que je le fais, et j'ai fait dans d'autres films. Ça, c'est le côté non américain, si vous voulez, peut-être parce que ça... je pense que si un cinéaste américain avait traité ce sujet, à la fin, il aurait fait les choses plus faciles pour le public. On a parlé de la façon dont les Américains l'auraient traité, on n'a pas parlé de la façon dont les Américains l'ont reçu, le film. D'ailleurs, la critique d'une part et le public de l'autre. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé d'une façon tout à fait extrême, très polarisée. Enfin, c'est-à-dire que d'une part... je me suis fait pas mal esquinter dans certains journaux importants, et malheureusement dans deux journaux très importants, le New York Times et le Los Angeles Times, aux deux extrémités du pays. Des critiques
incroyablement agressive, tout à fait passionnante à essayer de décoder pour moi parce que très excessive et attaquant le film sur la forme, presque sur la technique. Il m'a semblé quand même que le sous-texte de ces critiques était un profond agacement, comme si le film les avait vraiment perturbés très profondément. Par ailleurs, j'ai eu aussi des critiques un peu drôles du genre, ça j'ai eu pas mal de ça, des gens qui disaient ah oui, il faut que ce soit un cinéaste français qui fasse un film sur la réalité américaine contemporaine, alors que nos cinéastes ne font que des films qui se passent dans les étoiles. Bon, ça, c'est pas vrai nécessairement, et je veux dire, mais en fait... il y a eu ça aussi, parce que c'est vrai que quand même, on peut dire que le cinéma américain en ce moment est très, disons, pour simplifier, un peu désengagé. Et il n'y a plus ce qu'il y a eu pendant très longtemps dans le cinéma quand même, un certain cinéma de Hollywood, c'est-à-dire quand même une critique sociale, un regard sur des choses se passant dans la réalité. Je veux dire, ça a un peu disparu. Alors, ça, j'ai eu des réactions positives à cet égard. Maintenant, des réactions de public, je pense que d'une certaine façon, mon regard les a gênés. J'ai jamais vraiment fait un film aux États-Unis, si je dois être honnête, qui est vraiment atteint le grand public américain. Que ce soit Atlantic City, qui avait été très très bien reçu aux États-Unis, mais c'était plutôt un succès d'estime, un succès un peu élitiste. Mais je ne me suis jamais senti vraiment, si vous voulez, sur la même longueur d'onde que le public américain, qui est un public très, qui est un public très jeune, mais enfin, ça, c'est pas la vraie raison, mais qui est en fait un public qui attend peut-être, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, quand même... une certaine idée de l'homme positive. Enfin, je crois que les films que je fais les perturbent et ils savent pas très bien quoi en faire. Parce que ce qui est beau dans le film, c'est le personnage de la femme, de Glory, qui en fait, avec un peu de retardement, devient enfin une adulte, puisque son père meurt et qu'elle se libère d'une relation sensuelle très forte depuis très longtemps, puisque depuis le lycée... elle est amoureuse de Chang. Depuis l'âge de 17 ans, elle voilà. dit. Et au moment où elle devient adulte, elle a cette sorte d'énorme fait divers qui lui tombe dessus. Et peut-être que le public américain valorise un petit peu moins ce genre d'itinéraire personnel, où finalement ce qui est gagné n'est pas extraordinaire, c'est qu'on est un petit peu plus soi-même. Ça coûte tellement cher qu'on peut se dire, à quoi bon? Il vaut peut-être mieux faire masse, soit du côté vietnamien où tout le monde s'en va sans dire un mot, la communauté s'en va, soit du côté blanc. Hein, c'est quelque chose qui se passe un peu partout dans le cinéma. Les gens se demandent dans quel groupe ils seraient de nouveau. Alors que dans les années 60-70, il y avait une très grande valorisation de « je me réalise, je me fais moi-même, je suis une femme libre, je fais mes choix, c'est dur, j'en bave, mais c'est comme ça, il le faut ». Les prix payés étant la solitude voilà. et l'isolement et une certaine asocialisation. Oui, aujourd'hui, c'est les peuples qui sont seuls, c'est pas les individus. Oui, mais c'est vrai, par exemple, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce sont les rapports, par exemple, entre Glory et son père. C'est-à-dire qu'on sent très bien, à la fin, il meurt. Et donc, non seulement elle tue l'homme qu'elle aime, mais son père est victime de cette petite guerre du Vietnam qui a lieu dans ce port. Il a une attaque cardiaque et en fait, jusque-là, c'est quelqu'un qui vit dans une espèce de dépendance émotionnelle vis-à-vis de son père, qui est un espèce de tyran domestique. Ça, je veux dire, ça, les Américains connaissent bien. Hein. C'est pas une chose qui ne leur est pas familière. Enfin, mais c'est vrai que je crois que ce qui est très dérangeant dans le film pour un spectateur américain, et je serais curieux de savoir ce qui va se passer ici, en France, c'est un personnage qui, à la fin, se retrouve libre et seul. Et ça, c'est pas vraiment dans le droit fil du cinéma américain. Je crois pas, enfin, peut-être. Je sais pas, je crois pas. C'est-à-dire que ça existait, mais uniquement sous la forme du mélo. Quand il y avait un mélo, très souvent, un personnage restait seul sur le carreau, comme ça, et les gens le plaignaient. Il y avait une sorte de pathos sur la solitude humaine. Au fond, on est seul, etc. Mais c'était
sur un fond de musique qui s'enflait, les violons devenaient frénétiques, le mot fin arrivait, les gens partaient. Bon, donc, en contrepartie de cette partie, disons, sentimentale et pathétique, on pouvait admettre l'idée de la solitude. Mais quand l'idée de la solitude arrive comme ça, très, très sèchement, on sort évidemment du cinéma, on se dit oui, c'est vrai, mais il faut regarder à deux fois avant de vouloir être soi-même. Et comme, à mon avis, c'est à peu près le thème qui court dans tous vos films, la difficulté d'être simplement soi-même, et le prix qu'on paie pour ça, je pense que c'est un nouvel épisode d'un véritable feuilleton. Si l'émission n'était pas déjà très avancée, je vous parlerai du sexe, parce qu'il y a quand même quelque chose qui revient dans pas mal de vos films, et je trouve que c'est un point commun avec un cinéaste important et américain, c'est Kazan. C'est-à-dire, on dirait qu'il y a des personnages dans vos films qui sont prisonniers d'un lien absolument sensuel, qui n'est que sensuel, mais qui est très fort. Et que ce lien les empêche de penser, les empêche d'exister. Inversement, on n'a jamais, disons, une conception un peu libertaire de la libération par l'amour, ou du fait que, grâce à cette énergie de type sexuel, on peut trouver le carburant pour se sortir des pièges. On dirait aussi bien dans La Combe Lucien, le point de vue d'Aurore Clément par exemple, on dirait qu'il y a un danger terrible à être pris dans cette sorte d'emprise, et en même temps que vous ne pouvez pas raconter vraiment une histoire où il y a deux camps en présence, il n'y a pas un personnage qui est pris au milieu, et s'il n'est évidemment pas pris là où quelqu'un est très violemment pris, c'est-à-dire au niveau de son corps. Et je pense que ça a un point commun avec Les Visiteurs de Kazan, ou des films comme ça. Bon, ça ferait un peu polémique, parce que je me rappelle que aussi bien Les Visiteurs que La Combe Lucien, ça avait fait beaucoup grincer dedans, y compris dans les cahiers du cinéma. On se demandait justement s'il n'y avait pas une conception très particulière de la façon dont les gens sont prisonniers et victimes, non pas victimes sociales, ça vous l'avez dit, vous avez raison, mais victimes de quelque chose qui les empêche de fonctionner. Et en même temps de quelque chose qui leur permet de jouer un rôle dans la fiction, parce que sinon il n'y aurait pas de fiction. Face à face, s'il n'y a pas la fille, les deux groupes restent face à face, et c'est une guerre complètement abstraite. C'est Ran de Kurosawa. Il n'y a plus de go-between, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de passerelle, il n'y a plus un personnage qui vit dans son corps un clivage. Vous voulez dire une sorte de fatalisme revisité comme ça au niveau des oui, qu'il y a quelque corps, chose de maléfique. Un attachement maléfique. Il y a quelque chose de maléfique. Comme si, et en même temps d'extrêmement fascinant aussi. Comme si pour cette vous. tension sexuelle était mauvaise, était une prison. Moi, c'est une des choses qui m'avait beaucoup frappé en regardant Vivent ces gens. Je suis resté pendant presque 6 mois dans cet endroit. Il se passait des tas de choses qui étaient surprenantes et qui montraient qu'il y avait quand même... il y avait une vie secrète, il y avait une autre dimension, il y avait derrière les discours, l'idéologie, il y avait finalement un monde très sensuel et très... mais évidemment avec toujours cette notion du péché. Enfin, c'est une notion, il y a une approche très puritaine du sexe.